Bien écoutez, bonsoir à tous. Je suis extrêmement heureux de vous voir si nombreux être venus pour écouter pour Cléopâtre. Vous, je sais pourquoi vous êtes là pour Cléopâtre, mais il faudrait peut-être que je vous explique pourquoi moi je suis là, parce que, après tout, ça ne fait pas exactement partie de ma spécialité et de mes champs d'intérêt reconnus. J'appartiens à une frange minoritaire dans le grand champ des études historiques, qui fait du quantitatif sur la longue durée. Et vous savez que dans les différents, que ce soit pour le Moyen-Âge, l'époque moderne, l'Antiquité, depuis 20 ans, on dira, le courant dominant est clairement l'histoire culturelle, les identités culturelles. Alors, pourquoi suis-je là devant vous ce soir à vous parler de Cléopâtre et à vous faire voyager? J'espère vous faire voyager beaucoup. Parce qu'il y a d'abord le fait que nous vivons dans un monde formidable qui permet aujourd'hui à tout un chacun, à vous, à moi, de constituer des bases de données dont on aurait été parfaitement incapable de les réaliser il y a encore 10 ans. C'est l'Internet, évidemment, qui permet cela. Et je me suis pris, par curiosité, par plaisir, j'ai constitué une base de données de tout ce qui met en scène l'Antiquité classique, mais bien après l'Antiquité. Donc je ne m'intéresse pas aux représentations d'objets antiques, je m'intéresse à la manière dont, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, à la Renaissance, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, aujourd'hui, on met en scène l'Antiquité. Et il se trouve que cette base de données doit faire à peu près 60 000 objets, 60 000 images, et qu'il doit y en avoir quelque chose comme 3 000 différentes représentant Cléopâtre. C'est donc une grande masse, et ça me permet en réalité si vous voulez, de réintégrer ce courant dominant de l'histoire culturelle en faisant de la longue durée, du quantitatif sur la longue durée, puisque j'ai ces 3000 images, et je peux voir, et qu'à partir de là, il est possible de voir comment Cléopâtre a-t-elle été représentée aux différentes époques. Pas du tout la même chose au Moyen-Âge, à la Renaissance, au XIXe siècle ou aujourd'hui. On va voir si ceci fonctionne. Normalement, oui. Ah, attendez, il faudrait d'abord que je l'allume. Voilà. On peut partir de la citation que tout le monde connaît, mais qu'il est toujours intéressant de donner plus longuement dans son contexte. C'est celle de Pascal, bien sûr. Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. La cause en est un je ne sais quoi, Corneille. Et les effets en sont effroyables. Ce je ne sais quoi, ce si peu de choses qu'on peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. Et c'est ici qu'intervient la citation, « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. » Et vous avez en dessous, j'ai trouvé une illustration, parce qu'on trouve vraiment tout sur Internet, une illustration que je n'ai même pas dû composer, avec Liz Taylor, le nez plus ou moins long, et la tectonique des plaques ayant joué différemment suivant la longueur du nez. On verra que Pascal était un peu numismate, parce qu'il avait bien vu, en effet, elle avait le nez long. Cléopâtre, en matière d'histoire culturelle, c'est une bénédiction, pas pour elle, mais pour nous, pour ceux qui l'étudient, puisqu'elle est un concentré de préjugés. Elle n'a été décrite que par ses vainqueurs, les Romains, et elle est, aux yeux des Romains, elle est une femme et elle est étrangère. C'est-à-dire que la phallocratie, la xénophobie, le racisme, le sexisme, tout ça s'accumule sur sa tête, et on verra comment ça s'arrange ou ça ne s'arrange pas à travers les époques. Qui parle de Cléopâtre? Dites-vous bien que à peu près tout ce que l'on sait vient de Plutarque. Sans Plutarque, pas de Cléopâtre, pas de mythe de Cléopâtre. Ça n'existerait pas. Cléopâtre est une petite reine relativement méconnue dans l'histoire, si ce n'est que c'est la dernière, avant que l'Égypte ne tombe dans l'escarcelle des Romains. Et il se trouve que Plutarque, qui a une stature importante, qui est un des auteurs les plus lus dès la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, va avoir un relais formidable qui est Shakespeare. Et Shakespeare, en réalité, fait la même chose que Plutarque. La vision que vous trouvez de Cléopâtre, que l'on trouve dans Shakespeare, est celle de Plutarque. Parfois, c'est verbatim, c'est au mot près. Shakespeare a recopié Plutarque. Pas beaucoup, mais c'est exactement le même regard, et un regard sans aucune tendresse. Plutarque est un platonicien qui condamne à la fois les épicuriens et les stoïciens, et franchement, celle qui dénature son héros, qui est Marc-Antoine, qui le dévirilise, qui fait de ce général qui incarnait les vertus romaines, qui en fait une sorte de personnage falot qui suit sa maîtresse, non, tout ça ne plaît pas du tout à Plutarque. Très vite, et vous avez ici un concentré de ces préjugés, les Romains, Octave, bientôt Auguste, vont organiser la propagande.
elle est résolument contre la reine, et le Moyen-Âge ne dira pas autre chose. Je vous prends ici un texte qui est sorti parmi d'autres, mais il est particulièrement amusant à mon sens. C'est en latin, mais du latin de cuisine que vous comprendrez, que je vais vous traduire plus ou moins. C'est tiré d'un livre, c'est un livre tardif d'ailleurs, des Illustrium Imagines, présentant les dieux, les héros, les femmes et les hommes illustres de l'Antiquité. Et vous voyez quoi? Africa Monstrorum Genetrix, l'Afrique est la terre des monstres. Et pourquoi c'est la terre des monstres? Parce qu'il fait trop chaud. Alors tout ça dérègle un petit peu la nature, le climat, et il y a des bêtes, il y a les crocodiles, enfin il y a des tas de choses. Pourquoi? Fabique calore cremata est, Phébus, c'est-à-dire appelons à tout cramer, c'est ma traduction pas très littérale. Cléopatra magis fervet amore viri, Cléopâtre, elle brûle d'un amour pour les hommes. Ardet, où brûle-t-elle de cet amour? Concubitus, au lit. Antonium noxque diesque refert, le pauvre Antoine l'a épuisé, mais alors nuit et jour, comme ceci. Et mulier privata pudore, ça vous en serez bien douté, c'est une femme privée de pudeur. Est lasanda viris non satianda viris, elle n'a jamais été, elle ne s'est jamais lassée des hommes, elle n'a jamais connu la satiété comme ceci. Donc avec ceci, on voit que dès l'époque, par les textes, dans la tradition, il y a une tradition qui est résolument noire de Cléopâtre, et rien ne va s'améliorer avec le XIXe siècle, qui, je le dis dès l'entame, le XIXe siècle est le moment où l'image de Cléopâtre aurait été la plus noircie. Pouchkine, on est au début en 1824, au début du XIXe siècle, qui tire argument d'une petite phrase qu'on trouve chez un auteur très très tardif, en l'occurrence Sextus Aurelius Victor, et qui dit que Cléopâtre se prostituait auprès d'hommes qu'elle tuait au petit matin. Écoutez-moi, car je suis celle qui vous offre l'égalité, mon amour qui vous ensorcelle, mon amour on peut l'acheter, qui se présente à cette enchère, à qui vais-je vendre mes nuits, celui qui sera volontaire de sa mort en payera le prix. Ça ne s'améliore pas non plus avec Une nuit de Cléopâtre de Théophile Gautier, qui paraît en 24. Là, vous avez une édition tardive illustrée par Paul Avril, grand nom de l'illustration érotique de la fin du XIXe siècle. Et vous voyez que ce qui a changé, totalement, on y reviendra, c'est que Cléopâtre est désormais égyptienne. Elle est pharaonique. C'est une Cléopâtre qui évolue dans un milieu totalement égyptisant. Mais là, c'est l'expédition d'Égypte qui est passée par là et on n'y reviendra pas. Et aujourd'hui, les historiens peuvent protester et crier à grands cris. On ne reviendra difficilement sur ce préjudice-là. Cléopâtre, c'est un océan. Si vous interrogez, pas de publicité, mais le site eBay, simplement le site ebay.com, il faut être Cléopatra, il y a 15 000 objets qui sont vendus en permanence sous la rubrique Cléopatra. 7 500, la moitié sont des déguisements pour fêter Halloween, enfin donc, ça n'est pas, on n'est pas dans la grande histoire de l'art, mais enfin, c'est comme ça. Si vous interrogez la Library of Congress, qui est la plus grande bibliothèque du monde, et que vous faites Cléopatra de nouveau, vous tombez sur 1500 titres différents avec Cléopatra dans le titre. J'ai ici fait un petit best-of, si vous voulez, un florilège. Cléopâtre la voluptueuse, Cléopâtre Sesso et Poter, et entre les seins du Sphinx, Cléopâtre évocation en 4 visions, la vie amoureuse de Cléopâtre, Cléopâtre la fatale, Cléopatra's face fatal beauty, Cléopatra Bildnis einer dämonische Frau, Cléopatra die genialste Frau des Altertums, et alors mon préféré, Marcel Marien, on revient en Belgique, le surréalisme, le néné de Cléopâtre. Cela dit, plus sérieusement, on s'est emparé de l'image de Cléopâtre depuis pas si longtemps que ça. Ça fait, je dirais, 2 décennies qu'on s'est emparé de Cléopâtre. Au-delà de savoir qui était le personnage de Cléopâtre, je vous en parlerai dans un moment pour vous dire qu'on en sait très peu, on s'est intéressé à la fortune critique, ce que les Allemands appellent les Nachleben de Cléopâtre, et sans grande surprise, ce sont les gender studies qui s'en sont emparés, essentiellement. Les 3 premiers livres, aujourd'hui d'autres choses apparaissent, mais c'est tout récent, mais les 3 livres marquants qui s'intéressent résolument à la fortune critique de Cléopâtre sont tous les trois le fait d'auteurs qui sont des américaines, des femmes américaines, pas du tout historiennes ou historiennes de l'art, qui sont plutôt des essayistes et souvent psychoanalystes. Et parfois c'est pas mal fait, comme le Science of Cleopatra de Mary Hammer. Mais les lacunes de
les lacunes d'histoire et d'histoire de l'art sont quand même importantes. Ce qui a plus frappé je pense au grand public parce que la diffusion a été plus large, ce sont les expositions qui ont eu lieu et qui continueront de se produire et qui ont pris Cléopâtre et la fortune critique de Cléopâtre, enfin qui s'affiche comme cela, résolument comme thème. Peut-être l'exposition la plus intéressante sous ce rapport, et donc le catalogue, c'est le catalogue de l'exposition qui a lieu au musée Rath à Genève en 2004 et qui s'appelait Cléopâtre dans le miroir de l'art occidental. Et c'est vraiment ça, c'est le grand art 16e, 17e, 18e, 19e, en demandant à toute une série d'essayistes et d'essayistes fameux de se pencher sur son thème. Et puis tout récemment, il y a eu une grande exposition au British Museum, il y en a une aussi au Met, j'ai pris les dernières, Die Ewige Diva, la diva éternelle à Bonn, c'était l'année dernière, et à la Pinakothèque de Paris, les portes viennent de se refermer, s'ils se sont refermés, mais c'est autre chose. La Die Ewige Diva a vraiment mis en scène la Cléopâtre de la post-seconde guerre, c'est-à-dire avec tout ce qui concerne les phénomènes de mass média, avec toutes les célébrités people que vous pouvez imaginer, qui sont reprises, le rock, la mode, qui sont reprises dans cette évocation, mais pas vraiment les mass médias au sens de l'image que vous trouvez simplement quand vous faites sur Google Images Cléopatra, et vous voyez ce qui arrive, ça c'est encore autre chose. Et puis le mythe Cléopâtre, non, là le mythe Cléopâtre c'est une exposition égyptologique, 300 objets, 50 qui concernent la fortune critique de Cléopâtre. Cela dit, à côté de ces expositions, à côté de ces livres tentant de réhabiliter ou de s'intéresser à la fortune critique de Cléopâtre, à propos de la Cléopâtre antique, les travaux n'ont pas manqué. Mais le règne de Cléopâtre est un des règnes qui est le moins documenté par la papyrologie, ce qui est dommage. L'Égypte, pour un historien de l'Antiquité, c'est la période bénie, parce qu'on a les papyri, qu'on ne les a pas ailleurs, et que là, on sait en 1 fois, 10 fois plus que l'on pourrait connaître ailleurs. On n'a pas cela. Cela dit, les travaux, et vous voyez ici une série de noms, une série de têtes, ces travaux ne font qu'une seule chose. Il y a l'archéologie, il y a quand même l'épigraphie, la papyrologie, c'est de replacer une Cléopâtre qui est une Cléopâtre résolument ptolémaïque, une Cléopâtre qui est une reine gréco-macédonienne. Pas du tout pharaonique. Alexandrie, je vous le rappelle, est une Alexandrie apud Egyptum, fondée par Alexandre sur rien, vraisemblablement. On avait pensé... Un petit détail, mais on avait pensé que le Rakotis était le village qui était sous Alexandrie, mais en ancien égyptien, Rakotis, ça veut dire le village, justement, et le chantier, pardon. Et donc, c'est bien Alexandrie, qui est une création ex nihilo, et qui est une création où il n'y avait pas, qui n'était pas... On a retrouvé aujourd'hui des sphinx, des obélisques, les fouilles combinées ont pu remettre plus de cachets égyptiens dans l'Alexandrie, mais Alexandrie est une ville qui est essentiellement une création macédonienne, et c'est avec, je vais en dire un mot, avec une dynastie ptolémaïque qui ne se commet guère. Puis tout récemment, c'est simplement parce que je vous montre cette image-là, parce que j'en ai pris connaissance avant-hier, et que le livre n'est pas encore paru. Il devrait paraître chez Payot le mois prochain. On annonce un livre d'un égyptologue, Christian-Georges Schwenzel, mais qui dit sa démesure en a fait un mythe, 1000 fois exploité et réinterprété à travers les siècles. C'était une relecture de ces divers visages que nous convie l'auteur, en Europe, mais aussi et de façon surprenante dans le monde arabe ou en Amérique du Nord, où elle fait figure d'icône noire. Ça recoupe un petit peu ce que je vais vous dire. Je ne vous parlerai pas beaucoup de la Cléopâtre antique. Vous avez les moyens aujourd'hui de vous informer très vite et assez bien finalement sur le net. Cléopâtre naît en 69 avant notre ère, elle meurt en août 30 avant notre ère, elle monte sur le trône vers 50. Vous voyez qu'elle est la fille de Ptolémée Aulète, Ptolémée XII Aulète. Il était Dionysos quand même, mais son surnom est d'être le joueur de flûte, l'Aulète. Ce n'est pas vraiment son nom dynastique. Il y a des enfants. Cléopâtre n'est pas l'aînée et Cléopâtre va consciemment éliminer absolument tous ses frères et sœurs au cours du temps. Tous, hein, pas un ne va échapper, les 4. Systématiquement, chaque fois qu'ils gênent. Mais là, on est dans un processus qui n'est pas monstrueux à l'échelle hellénistique. Les royaumes hellénistiques sont coutumiers du fait. Et celle qui a porté le nom avant elle, la Cléopâtre
Néa, comme reine de Syrie, a des fastes bien plus extraordinaires encore, puisqu'elle a épousé 4 rois, elle a été finalement tuée par son fils. Cela dit, le règne de Cléopâtre est un règne difficile. Quand elle monte sur le trône, il y a non seulement la situation économique, il y a des disettes, des famines, il y a même un début d'épidémie, semble-t-il, et la situation de la population n'est pas la plus propice à avoir un règne non troublé. Il y a tout ce qui est troubles dynastiques dont Hollywood va faire ses choux gras, mais qui ne comptent pas pour l'essentiel. Et puis, évidemment, mais je passe très, très rapidement, il y a sa rencontre, et là nous sommes déjà presque à la fin de son règne, avec Marc-Antoine, et cette division de l'empire, de ce qui étaient les possessions romaines, en deux, avec la partie ouest et la partie orientale, la partie occidentale, la partie orientale. Et vous voyez qu'en 1934, à Alexandrie, Marc-Antoine et Cléopâtre attribuent les espaces, les royaumes, à eux-mêmes ou à leurs enfants. Ptolémée XV n'est personne d'autre que Césarion, le fils de César et de Cléopâtre. Peut-être une chose encore justement sur Césarion. Je vais beaucoup vous parler de la mort de Cléopâtre, parce que c'est ce qui est c'est un sommet de pathos. Vraiment, on devrait l'imaginer, on aurait de la peine à trouver une situation aussi formidable que celle-là. Et c'est celle qui va conditionner toute l'imagerie. Dans la mort de Cléopâtre telle que racontée par Plutarque, c'est Cléopâtre qui choisit de se donner la mort, qui choisit le moyen de se donner la mort et qui se suicide en faisant amener un aspic dans un panier de figues. Les historiens, ça a enchanté tous ceux qui ont voulu créer le mythe et tous ceux qui aiment à penser à Cléopâtre de cette façon-là. Ça enchante moins les historiens professionnels, je dirais, qui pensent avec un peu de réalisme que Octave n'aurait jamais fait la faute politique de laisser à Cléopâtre... Oh, il lui a peut-être laissé le choix de finir, le choix de sa mort. Et peut-être a-t-elle choisi en effet les aspics plutôt qu'autre chose. Mais elle n'avait pas le choix il n'aurait jamais fait la faute de la ramener à Rome en triomphe. Ça aurait été absolument suicidaire dans son cas, a fortiori avec une Cléopâtre qui est tout de même la mère de Césarion, c'est-à-dire qu'elle a une légitimité aux yeux de Rome importante. Et Césarion, du reste, va immédiatement être lui aussi achevé par Octave. 2 questions maintenant, s'agissant de Cléopâtre. Était-elle très belle? Quand même, on se pose la question. et qui était-elle en termes d'identité culturelle? Alors, était-elle très belle? Plutarque nous dit par 2 fois que non. Non. Je vois Antoinette qui fait un moue de dépit. mais on va lire Plutarque. Le seul portrait physique légué. Et de fait, on dit que sa beauté en elle-même n'était pas incomparable ni propre à émerveiller ceux qui la voyaient, et plus loin. Et le peuple gémissait moins sur le sort d'Octavie. Octavie, c'est la sœur d'Octave et la femme de Marc-Antoine, que Marc-Antoine abandonne pour se jeter dans les bras de Cléopâtre, que sur l'aveuglement d'Antoine, principalement ceux qui, ayant vu Cléopâtre, savaient que cette reine ne l'emportait sur Octavie, ni pour la beauté, ni pour la fleur de sa jeunesse. Donc, il faut savoir que c'est quand même un top. Si on dit que de ce côté-là, elle ne l'emportait pas sur les autres, c'est qu'en effet, sinon on s'attend plutôt à un silence plus pudique. Mais ajoute Plutarque, qui avait vécu un temps à Alexandrie dans sa jeunesse et dont le grand-père connaissait un médecin introduit dans les cuisines royales, son commerce familier avait un attrait irrésistible. Et l'aspect de sa personne, joint à sa conversation séduisante et à la grâce naturelle répandue dans ses paroles, portait en soi une sorte d'aiguillon. Quand elle parlait, le son même de sa voix donnait du plaisir. Sa langue était comme un instrument à plusieurs cordes dont elle jouait aisément dans le dialecte qu'elle voulait, car il y avait très peu de barbares avec qui elle eut besoin d'interprètes. Elle répondait sans aide à la plupart d'entre eux, par exemple aux Éthiopiens, aux Troglodytes, aux Hébreux, aux Arabes, aux Syriens, aux Mèdes et aux Parthes. On dit qu'elle savait encore plusieurs autres langues, tandis que les rois, ses prédécesseurs, n'avaient pas même pris la peine d'apprendre l'égyptien, et que même quelques-uns avaient oublié le macédonien. Donc, je pense qu'avec ce texte, on a aussi la clé de l'explication du charme irrésistible de Cléopâtre auprès de César et d'Antoine. Non seulement il y a une question de pouvoir, c'est quand même la reine d'un pays réputé pour sa richesse légendaire, mais il y a surtout le fait que
pour ces généraux romains, la condition de la femme à Rome est infiniment inférieure à celle que l'on peut avoir en Égypte et dans les cours hellénistiques. Cléopâtre a grandi avec les meilleurs philosophes, les meilleurs poètes, les meilleurs savants à sa cour. C'est le musée, c'est la bibliothèque, c'est toute la fine fleur de la culture, de la civilisation hellénistique, c'est Alexandrie. Et donc, elle devait être irrésistible en société par rapport à Octavie, Olivie et à toutes ces Romaines qui... c'est mon idée, c'est mon idée. Alors, comment peut-on s'approcher du portrait réel de Cléopâtre? Les monnaies. Il n'y a que les monnaies. Vraiment, et plus je m'intéresse à la chose, plus je pense qu'il n'y a que les monnaies. Je suis numismate, évidemment, alors vous allez penser que c'est Prodomo, bien entendu que c'est Prodomo. Les monnaies, mais pas ce portrait-là. Ça, c'est une imitation Régis, c'est Cléopâtre représentée sous les traits d'Antoine. Vous voyez que les deux se ressemblent étrangement. Vous avez Cléopâtre à gauche, Antoine à droite, et vous voyez le même menton, les mêmes lèvres, le même nez à peu près. Ça n'est pas la Cléopâtre que l'on représente sur les monnaies d'Alexandrie, et que je vais vous présenter maintenant. Donc ici, sur les grandes monnaies d'argent d'Antoine et Cléopâtre, c'est une Cléopâtre représentée à la façon d'Antoine. On a, en revanche, il faut se tourner vers les bronzes frappés à Alexandrie, et pas seulement à Alexandrie. Et là, c'est toujours... Vous savez, les monnaies sont frappées avec beaucoup de coins monétaires, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais, et donc on peut voir le spectre des possibles entre tous ces coins. Entre quoi et quoi évolue l'image de Cléopâtre. Elle a toujours cette coiffure dite en melon. Elle a un large diadème plat. Elle a... cette coiffure en melon, et vous voyez qu'elle a... Attendez, ceci est peut-être mieux. Vous voyez que ça se ressemble. C'est différent, mais ça se ressemble. Et vous voyez que Pascal était numismate, puisque, en effet, son nez n'est pas particulièrement court. Cela dit, par rapport à nos standards, peut-être que Cléopâtre ne répond pas absolument à notre définition de la beauté actuelle, qui est toujours mouvante, évidemment, nous le savons tous. J'insiste quand même pour dire que si vous mettez côte à côte Cléopâtre et les monnaies de Bérénice, Arsinoé, les autres reines ptolémaïques, Cléopâtre est beaucoup plus gracile. Elle a les joues beaucoup moins pleines que les reines qui l'ont précédée. Donc, les monnaies. Et puis tout le reste est attribué en fonction de la ressemblance avec les monnaies. Le portrait que vous avez ici à gauche, qui est la tête de Berlin, 1000 fois reproduite, 2000 fois reproduite, toujours la même, et qui passe pour être l'image de Cléopâtre. Mais c'est un portrait qui est apparu en 76, au temps de l'Allemagne de l'Est, sans provenance, sans aucune provenance, je ne sais pas d'où il vient ce portrait-là, et qui a été attribué parce qu'il ressemble aux monnaies. De même pour les autres, la tête féminine du British Museum, la tête du Vatican, il y a une tête de Cherchel en Tunisie, qui sont attribuées par similitude avec les monnaies, et c'est la même chose aussi pour les gemmes, les intailles, les gamets. Vous laissez à gauche, mais à droite, voici, on vit dans un monde qui génère des simulations en 3D, et j'aime assez... Cet effort, ce morceau de bravoure, qui est d'essayer de représenter l'effigie de Cléopâtre, d'après les monnaies et les sculptures de Berlin, par une association allemande en l'occurrence, ce qui ne manque pas de charme. Ça c'est le portrait. Maintenant, l'identité culturelle. J'ai dit que Cléopâtre est une reine ptolémaïque. Tous les rois hellénistiques, normalement, sont endogamy, se marient entre frères et sœurs, se reproduisent de cette façon-là. Et alors, bien sûr, il y a des bâtards, ça c'est évident. Ça, on ne peut pas éviter. Mais la question de savoir, parce qu'il y a un doute sur la mère de Cléopâtre. Il y a plus qu'un doute, il est probable que ce ne soit pas celle qu'on nous désigne. Cela dit, je penserais, avec Jean Bingen d'ailleurs, que dès lors, il y a une majorité de chances que ce soit la mère de Cléopâtre et fait partie de la haute aristocratie macédonienne d'Alexandrie, plutôt que d'en faire une prêtresse égyptienne d'un temple d'Isis de Basse ou de Moyenne Égypte. Donc, une dynastie qui est Aput, qui a gardé un aspect très gréco-macédonien, sauf Cléopâtre, vous direz-vous, puisque Cléopâtre est la seule qui apprend, qui est capable de parler l'égyptien. Et
Ceci parce que c'est un dossier qui génère du documentaire, un film bientôt, enfin, c'est l'affaire d'Arsinoé IV. Il se trouve que c'est une des sœurs de Cléopâtre que Cléopâtre a fait assassiner par les sbires d'Antoine dès qu'ils étaient en mesure de le faire, qui s'était réfugié à Éphèse. Et on a retrouvé à Éphèse, c'est le... Alors attendez, je peux faire ça comme ça, oui. Ici, vous avez un monument funéraire de grande importance, ça c'est la bibliothèque de Celsius, un monument de grande importance dans lequel... dans les années 20, on a trouvé des ossements. Ces ossements ont disparu, mais enfin, ces ossements n'ont pas disparu, le crâne a disparu. Il reste des reproductions de ces ossements, et il y a une quinzaine d'années, une chercheuse allemande a dit, mais d'après, en regardant la forme du crâne, a dit, ça doit être un crâne qui est plus ou moins africain, plus ou moins qui ne peut pas être caucasien, et évidemment, en faisant une pièce importante pour le dossier d'une Cléopâtre africaine, et mieux encore, noir. Et donc là, oh là, attendez. Et là, vous avez les reconstitutions à partir de ces ossements, mais les spécialistes qui procèdent aux reconstitutions des ossements, enfin, à la reconstitution faciale à partir d'ossements, disent qu'on ne peut rien tirer à partir juste des ossements en termes de provenance ethnique. Et vous voyez qu'avec les mêmes ossements, la même dessin, on peut faire des choses différentes. Donc, je crois que de ce côté-là, la voix est assez concordante du côté des historiens pour confirmer le fait que Cléopâtre était une reine ptolémaïque, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut l'imaginer, même si on a des textes qui nous disent qu'elle avait deux visages. Je ne parlerai pas de la Cléopâtre sous la forme d'Isis, mais il y a évidemment, on a réalisé un doctorat à l'ULB il n'y a pas longtemps sur ce thème-là, une manière de Cléopâtre d'apparaître pour la population égyptienne. Mais on est loin de la physionomie. Alors je fais un grand saut, et on va s'intéresser à la réception de Cléopâtre dans finalement le miroir de l'histoire de l'art occidental, qui est donc le grand art, assez élitiste, forcément. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit au sortir du Moyen-Âge, dans les manuscrits enluminés, il y a des représentations de Cléopâtre qui sont absolument sans relief. Et puis il y a la mort de Cléopâtre, et la mort de Cléopâtre, en général, elle prend deux serpents et elle se pique les seins, comme ici sur la représentation de gauche, et ça fait penser évidemment que l'enlumineur n'avait pas conscience de cette tradition iconographique-là, mais ça fait évidemment penser à ce qui parle à toute spécialiste de l'histoire de l'art antique, mésopotamienne, grecque, minoenne évidemment, c'est-à-dire la potniatérone, la maîtresse des animaux sauvages. Vous avez ici la fameuse statuette sortie des fouilles de Knossos par Evans. L'autre, donc on a d'une part cette potniatérone, mais c'est plutôt un hasard, une résurgence iconographique. Et puis il y a Ève, évidemment, la pécheresse. Il y a un serpent, il est dans l'arbre, et c'est une pécheresse. C'est tout ce qu'il faut pour faire une identification. Et les premières représentations sont des représentations de Cléopâtre sous forme qui tire vers l'Ève pécheresse. D'abord, c'est le seul moment où on représente Cléopâtre dans la nature, avec un arbre et dans un paysage à l'extérieur. Vous voyez encore d'autres représentations de ce type de la Cléopâtre sous forme de l'Ève pécheresse. Voici encore le... Et puis, il y a un moment important, c'est le 13 janvier, si vous voulez, le 13 janvier 1506. Qu'est-ce qui se passe le 13 janvier 1506 ? Eh bien, on trouve le Laocoon. C'est juste pour... on trouve le Laocoon. Le Laocoon est acheté par Jules II, grand pape, mégalomane, collectionneur. Jules II l'acquiert et le met à l'endroit le plus visible qui soit, c'est-à-dire au Belvédère, au Vatican. C'est-à-dire que toute l'Europe, tout le grand tour, toute l'Europe lettrée va désormais défiler devant ce Laocoon. Vous allez me dire, le Laocoon, oui, mais c'est un homme, quel est le rapport avec Cléopâtre ? Il ne faut pas grand-chose. Donc on avait Ève, pécheresse, les serpents. Le Laocoon, il y a des serpents. Et vous allez voir que, tout simplement, et c'est propre au XVIe siècle, au XVIe siècle, on a des Cléopâtres qui sont dans la pose du Laocoon. Vraiment, dans cette pose-là. Vous avez ici une peinture de Nick Alvart. Il y a toute une série de gravures aussi à ce moment-là. Voilà encore Sadler, d'autres van Cléopâtre. Et je dois en avoir une quinzaine de reproductions comme ça qui sont absolument des démarcations du Laocoon. Ça peut être Laocoon et puis un peu Vénus si vous voulez.
Et j'en arrive à l'événement capital, c'est 6 ans plus tard. Je vous avais parlé de janvier 1506, mais en 1512, c'est une riche époque, toujours à Rome, près de Saint-Pierre-aux-Liens, on trouve cette sculpture qui est, que voyez-vous? On voit une femme endormie, mais regardez, elle a ici, autour du bras, elle a un bracelet qui est un serpent. L'historien de l'art sait aujourd'hui que c'est un bracelet, que ce n'était pas du tout un serpent vivant, c'est un bracelet, on en a beaucoup comme ça pour la période en particulier hellénistique. Et elle a les yeux mi-clos, elle a le regard retourné et les yeux mi-clos. On va imaginer que c'est la Cléopâtre, la statue qui a été faite par Octave lors de son triomphe sur l'Égypte, puisque Cléopâtre étant morte, il a fabriqué une sculpture de Cléopâtre, et on nous dit que sur cette sculpture, il y avait un serpent autour du bras. Et on s'est dit, Jules II, tous les érudits de l'époque, on pensait qu'il s'agissait de Cléopâtre. En réalité, il ne s'agit absolument pas de ça. C'est une Ariane endormie. Le geste du bras au-dessus de la main est un geste qui indique le sommeil et qui est bien référencé pour les historiens d'art. Mais il n'empêche, c'est de là que va surgir la tradition, le flot le plus nourri et le plus important de la période baroque. Parce que ce qu'on va faire, on va la dénuder. C'est toujours une bonne idée pour la rendre plus sexualisée, et ça devient Cléopâtre, mais une Cléopâtre qui a toujours le serpent, mais la poitrine découverte. Et puis, très vite, à partir de là, il va y avoir une osmose avec le thème qui va retenir par-dessus tout l'époque baroque, et qui est l'extase, la représentation de l'extase. Et vous avez là... il y a deux thèmes très concomitants, et ce sont les mêmes artistes, c'est les mêmes mises en scène, c'est Cléopâtre et Marie-Madeleine. Donc, la même manière. Les yeux mi-clos, renversés, regardant vers le ciel, le serpent autour du bras, c'est ce que vous allez voir. Ici, une très belle reproduction Il Fiorentino, Il Rosso Fiorentino. Et puis, ce que vous connaissez le plus, ce qui est le plus fréquent, ce que vous verrez dans le plus grand nombre de musées, c'est ceci. Il y en a des centaines de différents pour le XVIe, XVIIe siècle. Enfin, c'est le XVIIe siècle qui est le grand moment de l'extase baroque cléopatresque, mais là, vous en avez des centaines. J'ai une diapo pour vous montrer, pour vous prouver ce que je dis dans un instant. Et puis vous avez à gauche, ça c'est assez... Oh, attendez, voilà ce que je veux vous annoncer, comme ça vous avez tout de suite une idée de la richesse iconographique de ces Cléopâtres en pamoison. Et on ne sait pas très bien si c'est une extase, si elle est dans dans le fait, c'est une extase parce qu'elle se rapproche du Seigneur, ou bien si c'est parce que c'est l'évocation de ces turpitudes passées. Le tableau le plus extraordinaire, c'est celui, à mon sens, c'est celui de Guido Cagnacci, qui représente Cléopâtre avec une forme de jouissance là. Il faut savoir que le modèle de Cagnacci est toujours le même. C'est celle qui lui servait de compagnon dans ses voyages, mais qui était déguisé en homme, mais dont tout montre que c'était également sa maîtresse, et qu'il peint. Il a peint des Cléopâtres, il a peint cette compagne une dizaine de fois, mais dont celle-ci est sans doute la plus extrême. Voilà ce que je vous indiquais. Et puis, la Marie-Madeleine, et vous voyez que c'est exactement le même schéma. Et là aussi, des Marie-Madeleine, il faudrait faire le compte, mais si vous allez dans les riches bases de données iconographiques dont on dispose à présent, vous faites une riche moisson. L'autre thème, donc, là, vous voyez deux sculptures antiques qui sont fondamentales pour la disposition du schéma iconographique. Et puis, il y a un autre thème, là on n'est pas dans le schéma iconographique, il y a un autre thème qui, comme Ève pécheresse, qui va beaucoup attirer le XVIe et le XVIIe siècle et le XVIIIe, c'est la Vénus. C'est évidemment le couple Eros-Thanatos avec une femme, en partie dénudée, et une prédominance de la couleur rouge, un grand drapé rouge, un grand costume, vêtement rouge, pour bien marquer la chose. Là aussi, un peu moins que des extases façon Marie-Madeleine, mais là aussi, un répertoire extraordinairement important. Vous pouvez avoir aussi la Vénus qui est couchée, ici, comme dans... Alors, elle ne se détecte qu'au fait que vous avez un serpent enroulé. Pas de serpent, pas d'identification avec Cléopâtre. Vous trouvez comme toujours des spécialistes. Benedetto Gennari, le jeune, est un spécialiste de ces portraits très léchés de la Cléopâtre sous forme de Vénus.
Et ça, ce sont des rapprochements, ce sont des Cléopâtres en train de mourir au moment où elle se fait piquer et au moment où elle passe entre vie et mort. Là, c'est parce que les Russes font des... cela dit, aux yeux de l'histoire de l'art, le thème le plus représenté, on l'a déjà vu ici, c'est évidemment la mort de Cléopâtre. Et ça n'est pas sans répercussion sur l'image qu'on peut avoir de Cléopâtre, parce que la mort de Cléopâtre, c'est quand même le moment le plus... C'est un moment de bravoure, tel qu'il nous est raconté par Plutarque. C'est le moment où elle choisit sa mort. On va laisser les historiens, les méchants commentaires des historiens contemporains de côté. C'est le moment où elle choisit sa mort. C'est la femme qui se lève et qui refuse d'être emmenée en captivité à Rome. Alors il faut lire le texte de Plutarque parce qu'on va avoir aussi toute une tradition importante qui va représenter cette mort de Cléopâtre au plus près. Tous les détails sont là. Tout ce qui est dit dans le texte se retrouve dans les peintures. Là aussi, plusieurs centaines de tableaux. La mort de Cléopâtre fut prompte, car les gens de César, malgré leur diligence, trouvèrent les gardes à leur poste, ignorant encore ce qui venait de se passer. Ils ouvrirent les portes et la trouvèrent sans vie, couchée sur un lit d'or et vêtue de ses habits royaux. De ces deux femmes, l'une nommée Iras était morte à ses pieds, l'autre qui s'appelait Charmion, déjà appesantie par les approches de la mort, et ne pouvant plus se soutenir, lui arrangeait encore le diadème autour de la tête. On prétend qu'on avait apporté à Cléopâtre un aspic sous ses figues couvertes de feuilles, que cette reine l'avait ordonné ainsi, afin qu'en prenant des figues, elle fût piquée par le serpent, sans qu'elle le vît. Mais l'ayant aperçu en découvrant les figues, « Le voilà donc !» s'écria-t-elle, et en même temps, elle présenta son bras nu à la piqûre. D'autres disent qu'elle gardait cet aspic enfermé dans un vase, et que, l'ayant provoqué avec un fuseau d'or, l'animal irrité s'élança sur elle et la saisit au bras. Mais on ne sait pas avec certitude le genre de sa mort. Le bruit courut même qu'elle portait toujours du poison dans une aiguille à cheveux qui était creuse et qu'elle avait dans sa coiffure. Cependant, il ne parut sur son corps aucune marque de piqûre, ni aucun signe de poison. Aucun. On ne vit pas même de serpent dans sa chambre. On disait seulement en avoir aperçu quelques traces près de la mer, du côté où donnaient les fenêtres du tombeau. Selon d'autres, on vit sur le bras de Cléopâtre 2 légères marques de piqûre à peine sensibles. Et alors c'est ici que vient le propos que je vous ai déjà annoncé. Et il paraît que c'est à ce signe que César ajouta le plus de fois, César c'est Octave devenu Auguste, car à son triomphe, il fit porter une statue de Cléopâtre dont le bras était entouré d'un aspic. Telles sont les diverses traditions des historiens, rapportent très prudemment Plutarque en l'occurrence. Et on va avoir le XVIIe et le XVIIIe siècle vont se plaire à représenter cette mort de Cléopâtre, qui est une mort théâtrale, qui est une mort qui convient bien à, si vous avez les gravures de Lepôtre peut-être en tête, Louis XIV, ce grand art très théâtral, très froid, très figé, où les personnages sont immobilisés dans des mouvements, avec des clairs-obscurs puissants. C'est ça, ici vous avez la Grenée. Je vous en montre quelques-uns. Et puis, ça va aussi beaucoup être représenté par la grande peinture, la peinture historique de la seconde moitié du XIXe siècle, enfin de l'avant-première guerre, un portrait d'une façon, et de plus en plus soigné, de plus en plus, là vous voyez, regardez, il y a, si on regarde, il y a le panier de figues, il est là, tout doit y être, il y a Charmion qui lui remet le diadème, elle a déjà un engourdissement, parce qu'elle s'est déjà donné la mort, mais elle a encore la force de lui remettre le diadème, l'autre est déjà morte, tout est là. Hans Makart, un Autrichien mort prématurément à 44 ans, mais qui avait donné des toiles absolument invraisemblables jusque-là, qui représentait 3 fois Cléopâtre dans des grosses machines qui font 8 mètres sur 5. Et vous voyez ce que ça donne, mais là on est déjà dans ce 19e siècle bourgeois qui insiste sur l'exotisme et l'érotisme très, très fortement. Et puis, et ça a disparu aujourd'hui des représentations. Et ça, pourtant, ça fait le fond du XVIIe, une partie du fond du XVIIe siècle et le vrai fond du XVIIIe siècle, c'est le thème de la Cléopâtre femme forte, c'est-à-dire de celle qui tient tête à ces généraux romains. C'est celle qui est d'ailleurs plus finaute que les généraux romains, et en particulier qu'Antoine. Et les deux épisodes sont l'épisode à la fois de la réception à Tarse, où elle bluffe Antoine par un équipage très impressionnant, et puis surtout l'épisode de la perle, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour afficher son dédain et se moquer de lui, elle remonta le Kidnos, on est en Cilicie, donc sur les côtes sud de la Turquie aujourd'hui, sur un navire à la poupe d'or, aux voiles de pourpre largement déployées. Le mouvement des rames, qui était d'argent, se faisait au son de l'aulos mêlé à celui des syrinx et des cithars. Vous êtes un réalisateur hollywoodien, oh, c'est formidable, hein, tout est indiqué. Cléopâtre était allongée sous un dais bordé d'or, parée comme Aphrodite, telle que les peintres la représentent. Des enfants qui ressemblaient aux Éros des tableaux se tenaient debout de part et d'autre et l'éventaient.
De même, ces petites servantes, parées de robes de Néréides et de Carites, se tenaient les unes au gouvernail, les autres au cordage, des parfums merveilleux exhalés par de nombreux aromates embaumaient les rives. On va désormais voir des fresques, beaucoup de fresques. Ici, vous avez les fameuses fresques du Palazzo Labia à Venise, qui est aujourd'hui la propriété de la RAI, de la radio-télévision italienne, mais qui contient les fresques gigantesques et en une série de morceaux de Tiepolo. Voilà Natoire, grand artiste français du XVIIIe siècle. Là aussi, c'est Marc-Antoine qui s'incline devant Cléopâtre, sortant d'un équipage absolument fantastique. On avance dans le temps et vous avez cette version 19e siècle déjà assez dénaturée, beaucoup de nudité. On se demande d'ailleurs s'il n'y a pas une progression de la gauche vers la droite entre l'irrationnel, le rationnel. Enfin, je laisse les grilles de lecture à ceux que ça amuse. Et puis l'épisode de la Perle. L'épisode de la Perle qui est très... dont je vous dis aujourd'hui, plus personne ne représente l'épisode de la Perle. Pourtant, au XVIIIe siècle, lui l'emporte au XVIIIe siècle. Il y avait deux perles, les plus grosses qui eussent jamais existé. L'une et l'autre propriété de Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Elle les avait héritées des rois de l'Orient. Au temps où Antoine se gavait journellement de mets choisis, Antoine était vraiment un soldat très ruste, Cléopâtre, avec le dédain à la fois hautain et provoquant d'une prostituée couronnée, dénigrait toute la somptuosité de ses apprêts. Il lui demanda ce qui pouvait être ajouté à la magnificence de sa table. Elle répondit qu'en un seul dîner, elle engloutirait 10 millions de sesterces. Antoine était désireux d'apprendre comment, sans croire la chose possible. Ils firent donc un pari. Le lendemain, jour de la décision, elle fit servir à Antoine un dîner, certes somptueux, il ne fallait pas que ce jour fût perdu, mais ordinaire. Antoine se moquait et demandait le compte des dépenses. Ce n'était, assura-t-elle, qu'un à côté. Le dîner coûterait le prix fixé, et elle mangerait à elle seule les 10 millions de sesterces. Elle ordonna d'apporter le second service. Suivant ses instructions, les serviteurs ne placèrent devant elle qu'un vase rempli d'un vinaigre dont la violente acidité dissout les perles. Elle portait à ses oreilles ces bijoux extraordinaires, ce chef-d'œuvre de la nature vraiment unique. Alors qu'Antoine se demandait ce qu'elle allait faire, elle détacha l'une des perles, la plongea dans le liquide, et lorsqu'elle fut dissoute, la voilà. Elle se préparait à engloutir l'autre. De la même façon, Lucius Plancus, arbitre de ce pari, mit le holà et prononça qu'Antoine était vaincu, présage qui s'est accompli. Alors vous voyez, là, c'est vraiment la forte femme qui mystifie Antoine, et c'est ce qui va être représenté. Là, il faut aussi se référer à quelque chose que je représente peu ici, mais où Cléopâtre est aussi présente, ce sont les tapisseries. Les grands cycles de tapisserie dans les cours des châteaux, dans les grandes salles d'apparat des châteaux. Voilà, quelques épisodes de la Perle, Gérard de Lérès, c'est un tableau, ceci est la gravure d'un tableau, et là vous avez tout le banquet. Mais ce que on va voir plus encore, c'est le détail, Cléopâtre et la perle. Donc désormais, si vous êtes dans un musée et que vous voyez une femme avec une perle, ne vous demandez plus qui est-elle, c'est Cléopâtre. Cléopâtre et la perle, au moment où elle s'apprête avec un regard de défiance, pour un personnage qui est hors cadre et qui est Marc-Antoine, elle s'apprête à la plonger et à la dissoudre. Alors là aussi, il y a du monde. Des Cléopâtres à la perle, on en a. Et puis, ce que l'on va avoir sans surprise, ce sont des femmes existantes, représentées sous la forme de Cléopâtre, dissolvant la perle. Souvent, dans cette peinture-là, je vais avoir une dizaine de représentations, ce n'est pas laudatif, ce n'est pas pour marquer la puissance de Cléopâtre, c'est qu'on veut stigmatiser des dépensières. Et comme exemple, ici, vous avez Catherine Maria Fischer. Catherine Maria Fischer était une courtisane qui évoluait dans des cercles plus ou moins hauts et qui a été peinte par Joshua Reynolds, mais elle reste célèbre pour avoir avalé, avec 2 tranches de jambon, un billet de 100 livres. Et 100 livres à l'époque, c'était beaucoup. Et donc, on la représente dissolvant la perle, c'est une... Je terminerai sur ce passage sur le grand art occidental par un contraste. D'une part, l'image de Cléopâtre à la Renaissance, qui est une image qui est pas du tout péjorative, pas du tout noire, pas du tout chargée de ces préjugés dont on a parlé, et puis l'image du XIXe siècle, qui est exactement l'inverse, qui est le pire de ce qu'on va pouvoir connaître. À la Renaissance, alors oui, vous avez vu le texte d'Henri Spohr, l'image de cette Cléopâtre luxurieuse, pécheresse, maléfique, ensorcelante, ensorceleuse, autant qu'ensorcelante, existe, mais pour les érudits, pour les antiquaires, la manière de représenter dans les livres d'antiquaires ou sur les médailles qui circulent aussi entre curieux et antiquaires, c'est pas du tout ça qui est représenté. Et on a même des choses très très étonnantes. Sur les médailles, je vous en montre qu'un exemple de Valerio Belli, elle est représentée ici, arrêtée Tuquès, c'est
une sorte on en fait, en tous les cas, le revers, s'il doit être rapporté au droit, en fait un modèle de vertu. Et vous voyez qu'il n'y a évidemment rien d'égyptianisant, mais ça, c'est évident. Ici, un modèle qui va avoir du succès parce qu'il a été complètement inventé par Andrea Fulvio pour ses Illustrium Imagines, il n'existe rien. Et puis finalement, il y a quelqu'un au XVIe siècle qui va couler dans le métal quelque chose qui n'existait pas, qui n'est pas antique, mais d'après le modèle imprimé. Et là, vous avez de nouveau cette Cléopâtre avec si c'est un diadème et ce n'est pas un diadème, et un voile, l'essentiel de la chevelure découverte, et un voile comme les reines ptolémaïques pouvaient l'être représentées. Et de l'autre côté, vous avez Aegypto et le crocodile sur une ligne de terre. Ici, vous montrez... Mais alors, les méprises, je ne vais pas commenter beaucoup, mais simplement vous montrer une méprise. Donc, Cléopâtre, ici on dit Cléopatra, vous voyez, ça a été publié en vers chez Plantin en 1606 sur le texte de Fulvio Orsini, le plus grand antiquaire, l'antiquaire des Farnèses. Et vous voyez une Cléopâtre qui est en fait c'est Apollon. Et Fulvio Orsini s'est complètement trompé, c'est pas un serpent ici, c'est juste c'est l'arc d'Apollon. Donc vous voyez, c'est le sommet de l'arc avec la corde de l'arc. Et donc, c'est pas un serpent, c'est le genre de méprise qui va être rectifié par la suite. Ça, c'est l'image renaissante. Je vais au galop, hein, je m'en excuse parce que je pourrais parler longtemps. Mais donc, j'essaye de me concentrer sur les choses les plus importantes. Donc, l'image à la Renaissance n'est pas une image empreinte de ces préjugés comme les Romains l'avaient fait. En revanche, avec le 19e siècle, ça se gâte. Le 19e siècle colonial, bourgeois, ça se gâte beaucoup. Au départ, il s'agit de cette peinture historique. Vous savez que la peinture, Alma-Tadema, Semiratsky, des dizaines d'Italiens, de Français, Jérôme, d'autres, etc., vont se détacher de la mythologie des néoclassiques et vont peindre l'instant, l'anecdote, assez dans la manière de Cavafis pour les modèles. C'est-à-dire qu'on prend un moment d'histoire et on prend un éclairage latéral pour l'éclairer sous un jour, et c'est ce qui fait justement le charme, l'intérêt de la chose. Un beau tableau qui se trouve à Grenoble aujourd'hui, et qui montre un moment particulièrement tragique. C'est le moment où Antoine est en train de mourir. Et Cléopâtre le ramène dans son tombeau, et il va mourir là aussi, mais c'est un peu plus tard. Cléopâtre n'ouvrit pas les portes. Elle se montra... Donc attendez, Cléopâtre, elle est ici, n'ouvrit pas les portes. Elle se montra à une fenêtre d'où elle jeta les cordes et de ses chaînes. On y attacha Antoine et elle le hissa avec l'aide de 2 femmes, les seules personnes qu'elle avait admises, c'est Iras et Charmion, les seules personnes qu'elle avait admises avec elle dans le tombeau. On ne vit jamais, d'après les témoins, un spectacle plus pitoyable que celui-là. Antoine fut hissé, inondé de sang et agonisant. Il tendait les bras vers Cléopâtre, tandis qu'il était suspendu en l'air. Ce n'était pas une tâche facile pour les femmes. Cléopâtre s'agrippait des 2 mains à la corde, le fait mollement, le visage crispé pour le faire remonter à grand-peine, tandis que ceux qui étaient en bas l'encourageaient, partageaient son angoisse. Ça, vous voyez, on est assez tôt, on est encore en 1863. Et puis, en arrivant on arrive vers la Première Guerre, ça se gâte, avec le couple exotisme-érotisme fin de siècle, qui est le regard de l'Européen mâle sur... évidemment, les colonies, il y a un long discours là-dessus. Jean-Léon Gérôme, avec un épisode qu'il va faire revivre. Et là aussi, regardez, le texte nous donne le nom de l'esclave qui a apporté Cléopâtre à César. Vous savez que Cléopâtre était tout à fait... elle avait été reléguée par son frère loin, et pour rentrer en contact avec César, c'est la fameuse scène du tapis. Mais la scène du tapis n'existe pas dans la grande peinture, c'est vraiment une création de Jean-Léon Gérôme. Et qu'est-ce que fait Jean-Léon Gérôme? Il représente... Alors qu'on a le nom, et qu'on a le nom avec le patronyme, et c'est un nom totalement grec. Mais vous voyez que lui est beaucoup moins grec. Et regardez derrière, c'est un décor égyptisant, mais là l'égyptomanie est passée, l'expédition d'Égypte a eu lieu, et on n'y reviendra plus. Désormais, Cléopâtre est une égyptienne de type rattachée à la culture pharaonique. Alors vous avez des choses qui sont très arrêtées, très léchées, comme ça, comme l'époque l'aimait. Et vous savez bien que ce type de peinture qui a été discrédité, qui était tombé qui avait beaucoup descendu, je dirais, il y a 3 décennies, a depuis retrouvé, et notamment les cotes, un Alma-Tadema, un Semiratsky, ça s'arrache à des millions d'euros aujourd'hui.
c'est aussi le moment de l'exotisme des cartes postales comme ceci. Et avec une chose qui est bien faite, cette sculpture-ci, qui est bien faite pour mettre en rage les gender studies, c'est qui est la nature se dévoilant devant la science. Et évidemment, la nature, c'est qui? C'est une femme. La science, c'est qui? C'est un regard, c'est pas là, mais c'est un regard d'homme, évidemment, qui regarde la femme, qui se découvre avec ce mélange de voyeurisme, d'exotisme. Tout le monde y participe, et vous avez une exception qui est Edmonia Lewis. Edmonia Lewis, c'est une Afro-américaine qui occupe l'atelier de Canova sur la Via del Babuino à Rome, en plein 19e siècle. Elle est très douée, c'est une sculpteur de première force, et elle produit une Cléopâtre en 1876, mais vous voyez que sa Cléopâtre elle est comme les autres. C'est un homme aussi rempli de préjugés que les créations, que ceux qui ont réalisé toute cette peinture historique à la fin du XIXe siècle auraient pu le faire. C'est assez sensuel, c'est tout à fait égyptisant. Et puis, avec le XIXe siècle, il n'y a pas simplement le couple exotisme-érotisme, il y a le sadisme qui vient aussi, qui n'était pas là durant la période moderne et la période baroque, si vous voulez, à la Renaissance. Il y a un passage qui, en effet, nous dit que Cléopâtre essayait les poisons sur des condamnés à mort pour voir son effet, anticipant déjà, un peu comme Mithridate, sa fin et la manière d'en finir. Et ce tableau-ci, qui est chez nous, il est au musée des Beaux-Arts d'Anvers, qui est une des grandes toiles de Cabanel. Et Cabanel, vous savez, était le pape de l'académisme, c'est lui qui tenait le haut du pavé au salon en refusant les tentatives de modernisme de l'époque. Et c'est aussi le moment de la femme maléfique, de la sorcière, de l'ensorceleuse. À la fin du Xe siècle, c'est le moment où on peint les Médées, les Circé, enfin toutes les prophétesses au regard sombre. Cléopâtre va être tirée de ce côté-là. Et vous avez... peut-être c'est l'occasion, en commentant cette image, de dire que, ici c'est Cléopâtre tentant de tuer le prince Harmakis, c'est le fameux roman Harmakis qui est apparu en feuilleton dans le London Illustrated News. Et ça veut dire que ça donne une diffusion bien plus grande qu'une tapisserie dans un château ou une toile que l'on peut visiter, voire même la galerie du Belvédère au Vatican. Et donc, cette composante-là de sadisme, de cruauté, n'existe pas dans la représentation de Cléopâtre jusque-là. C'est un ajout de la fin du XIXe siècle. Alors, je vous avais promis du quantifié sur la longue durée, du quantitatif, un tout petit peu, c'est la seule diapo que j'ai, mais enfin quand même. Vous voyez que le modèle d'Ève ou de Laocoon, c'est uniquement le XVIe siècle. On n'a plus rien après. Le modèle de la Cléopâtre du Vatican, le grand moment, c'est le début du XVIIe, et la Vénus, ça, ce sont les extases baroques. Plutarque, avec la représentation au plus près de la mort de Cléopâtre, c'est un peu une constante, et surtout, la peinture historique va continuer à s'y abreuver. L'arrivée à Tarse, où la perle, Cléopâtre seule, perle banquet, voilà, ça c'est une spécialité du XVIIe siècle finissant et du XVIIIe siècle. Et puis d'autres choses, Cléopâtre, etc. Divers, c'est évidemment toute la peinture anecdotique de la peinture historique. Et vous voyez que vraiment, il y a des thèmes représentés et ces thèmes ne sont pas évolués avec le temps. On va passer maintenant à des choses plus familières peut-être et à des choses beaucoup plus contemporaines. On passe le cap du XIXe siècle et on arrive au théâtre et au cinéma. Le théâtre, pour dire que... ça c'est moi qui viens de toucher au micro. Vous avez ici une série d'actrices qui ont toutes joué le rôle de Cléopâtre, mais pas dans n'importe quelle pièce, dans la pièce de George Bernard Shaw, qui est César et Cléopâtre. Et vous voyez que toutes ces actrices se sont crues obligées de mettre exactement la même coiffe, la même fausse chevelure, plus que probablement est à 1000 lieues de ce à quoi pouvait ressembler la vraie Cléopâtre. Parler de Cléopâtre, et c'est aussi Cléopâtre au théâtre, il faut forcément parler un peu de Sarah Bernhardt, parce que Sarah Bernhardt, pas dans la pièce ni de Shakespeare, ni de George Bernard Shaw, mais dans la pièce d'Aurélien Sardou, a incarné au théâtre de la Porte Saint-Martin pendant plusieurs années une Cléopâtre. Et c'est une Cléopâtre. Avec Sarah Bernhardt, on revient aussi avec les félins. Elle a des lions qui sont morts, ici c'est plutôt un tigre, qui sont à ses côtés.
Cela dit, évidemment, la Cléopâtre au théâtre, c'est la Cléopâtre de Shakespeare. Et je vous ai simplement mis une liste évocatrice de qui a joué Cléopâtre. Eh bien, tout le monde. Si vous prenez les grandes actrices du théâtre élisabétain, mais alors, je vais prendre les plus récentes, Catherine Cornell, Vivian Leigh, bien sûr. On va prendre ici Katharine Hepburn, Glenda Jackson, Helen Mirren, Judi Dench, Vanessa Redgrave, Harriet Walter et même Kim Cattrall de Sex and the City. Donc, vous voyez, tout le monde aura joué Cléopâtre. Kim Cattrall, ici. Et comment joue-t-on Cléopâtre? Eh bien, au tournant du siècle, tout le monde est avec la perruque en forme de dépouille de vautour, où on peut avoir quelque chose avec un serpent, oui, enfin, mais donc dans un décor qui est résolument égyptomaniaque, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec peut avoir avec la Cléopâtre réelle, mais là, je vous ai dit, c'est trop tard. Et il y a une manière de remonter les choses. Si on a des gravures, avant la photo, on a des gravures des actrices qui ont joué Cléopâtre de Shakespeare, et voilà ce que ça donne. Ici, on voit comment les choses évoluent. Ici, on est en 1851, 1867, 1875, et vous voyez qu'en 1851, non seulement son costume n'a rien d'égyptisant, mais on ne croit pas non plus bon de mettre des colonnes, des colonnes lotiformes, à chapiteaux lotiformes derrière elle. En revanche, avec la progression dans le siècle, c'est bien ce qui va arriver, et la voilà représentée un peu plus tard. C'est aussi le moment des grandes cocottes, qui vont alimenter l'imaginaire de Cléopâtre. Cléo de Mérode, bien sûr. Alors Cléo de Mérode, on n'est pas sûr qu'elle ait un jour reporté, elle se soit déguisée en Cléopâtre. En revanche, Colette, bien sûr, et il y en a d'autres, hein, il y a la Belle Othello, et puis vous avez Sonia Delaunay dans les ballets russes qui vont aussi propager l'image. Si on parle des films, les films, c'est aussi, comme toujours, Cléopâtre, c'est devenu un océan. Donc Cléopâtre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cléopâtre, ici, vous avez 41 films qui ont le mot Cléopâtre dans le titre entre 1899, parce que le premier Cléopâtre, c'est Méliès, rien moins, et le dernier, qui est un film érotique, Tristement. Et vous avez ici le premier Méliès. Alors c'est une Cléopâtre extraordinaire parce qu'elle ressuscite d'entre les morts, et c'est l'icône, une sorte de Cléopâtre ressuscitée qui s'élève au-dessus de sa momie carbonisée. Mais le film de Méliès, on ne reste plus que des morceaux. Même si le film est très court, il ne reste plus que des morceaux de ce film-là. Puis vous avez des tas de versions. Ici, Carry On Cléo, qui est une version amusante et satirique. Cela dit, je veux m'intéresser à quelques moments. Je ne vais pas faire avec vous toute l'histoire du cinéma. D'abord, je ne suis absolument pas qualifié pour le faire, et ça nous emmènerait trop loin. Ici, retenez bien le nom de Gianna Terribili González, qui était l'actrice incarnant la première grande Cléopâtre. C'est la Cléopâtre du cinéma italien. C'est un cinéma entièrement politique. On est en 1913. L'Italie a envahi l'Érythrée. Il s'agit de montrer que l'Italie, c'est Rome, l'Érythrée, c'est l'Égypte. Cléopâtre est une créature qui se soumet à la force et aux vertus morales des Romains. C'est évidemment comme ça. Le film est financé, on connaît le financement, on sait que le film est financé par la Banque de Rome qui est totalement liée au pouvoir. Et donc là, on a avec l'Italie un premier départ, mais vous pensez que je vais vous parler surtout de Liz Taylor, de la Lice Mania? Eh bien non, la plus grande interprète, c'est Theda Bara. Theda Bara qui était une création de la 20th Century Fox. Donc on lui avait refait toute sa vie. Elle était née au fin fond, elle était née à Cincinnati, d'une famille juive. La 20th Century Fox l'a fait naître en Égypte, ayant sucé du venin de serpent quand elle était jeune. Et c'est à elle qu'on doit le mot de vamp. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais on rapporte d'elle qu'elle disait qu'elle était tellement laide qu'elle était comme une vampe. C'était l'artiste, la vedette la plus célèbre d'Hollywood à ce moment-là. Elle avait déjà tourné toutes les choses maléfiques, tous les films. J'ai la liste des films dans lesquels elle avait déjà tourné, je peux vous le dire. Elle avait déjà tourné dans Sin, le péché, Siren of Hell, The Serpent, The Eternal Sappho, Vixen et The Tiger Woman. C'est normal qu'elle interprète Cléopâtre, et c'était un succès extraordinaire. Un monument de kitsch, si vous voulez aussi, mais dans un décor tout à fait égyptien. Et tous les records détenus par Liz Taylor, le plus grand nombre de changements de costumes, etc., étaient détenus précédemment par Theda Bara, aussi dans un Cléopâtre. Voilà Cléopâtre. Le film
ce film si important a disparu lui aussi, n'est plus conservé que sous forme de fragments. Et voilà Teda Bara dans ce que ça pouvait donner. Teda Bara au sommet de son art. Regardez cette photo parce que vous verrez, je vais terminer avec Marilyn Monroe. Marilyn Monroe exactement jouant Teda Bara. Le second film, c'est Cecil B. DeMille avec Claudette Colbert. Et c'est un film qui est extraordinaire parce que c'est un film qui est... Alors, c'est tout à fait autre chose. C'est la grande machine hollywoodienne avec ballet chorégraphié, avec... c'est une ode à l'art déco, mais extraordinaire. Tous les décors sont faits, regardez, ici, le trône de Cléopâtre, c'est un lustre, je ne sais pas si c'est un halogène, mais ça ne doit pas l'être parce que là, on est quand même à l'époque égyptienne. Mais vous voyez, on est peu après la construction du Chrysler Building, et c'est exactement la même esthétique. Cela dit, Claudette Colbert est intéressante et je connais des supporters de Claudette Colbert très fanatiques en disant elle incarne assez bien Cléopâtre parce qu'elle n'arrête pas de pouffer de façon intempestive, elle est complètement frivole, on sent que c'est la belle époque, c'est le moment où on veut s'amuser après le grand traumatisme de la Première Guerre. On est un peu plus loin quand même. Et en cela, elle est peut-être assez proche du modèle. Là, vous avez Bitch I'm Flawless, le Cecil B. DeMille. Je passe assez vite sur, parce que le film est resté célèbre, mais c'était un grand flop. George Bernard Shaw, donc c'est l'adaptation au cinéma du roman de George Bernard Shaw, avec George Bernard Shaw, déjà prix Nobel et nonagénaire, qui assiste au tournage, qui trouve que la vedette est nulle, c'est-à-dire Vivien Leigh, mais Vivien Leigh est la femme de Laurence Olivier, donc on la garde. Elle est très statique comme ceci. Et bien sûr, c'est un échec commercial. Il y a un roman, il y a un making-of sous forme de roman qui est ceci, A Meeting at the Sphinx. Je vous recommande aussi la lecture. Puis on arrive avec, je suis désolé, je ne veux pas, mais on arrive aussi à un monument, si j'ose dire, les Due Notti con Cleopatra, avec... Alors, c'est un peu grivois de ma part, mais vous connaissez peut-être les deux livres qu'a fait François Forestier, qui est le critique de cinéma du Nouvel Obs, qui a fait les 101 plus grands nanars de l'histoire du cinéma, et puis le retour des 101 plus grands nanars. Il faut savoir que sur les 101 plus grands nanars, sa première édition, il y a 3 Cléopâtres qui se classent dans les 101. Donc c'est un bon client, Cléopâtre, pour les nanars. François Forestier écrit de façon très amusante, et vous lirez peut-être avec moi... les saints, des obus de bombarde, des exocètes, des Robert de concours, à faire péter les abscisses, imposer les ordonnées, des mitres de pape, des volcans en activité, des réacteurs thermonucléaires. Autour, il y a des costumes, des acteurs, des décors, un scénario, un film même. Mais basta le film. Dans 2 nuits avec Cléopâtre, la petite Sofia Ciccolone, dite Sophia Loren, 19 ans, fait des ravages, elle carbonise la pellicule, etc. Cela dit, quand même, dire un mot sur le cinéma italien. Autant le cinéma hollywoodien représente une Cléopâtre assez chic, avec on a l'impression d'être dans des soirées mondaines, surtout façon Cecil B. DeMille, autant le cinéma italien est un cinéma qui quand même a la main assez lourde d'une façon générale sur, reproduisant les préjugés justement du fait que Cléopâtre soit une femme, une étrangère, de phallocratie, de xénophobie. Et puis Liz Taylor, évidemment. Alors je sais très vite, vous savez tous que c'est le film majeur. Encore aujourd'hui, en euros d'aujourd'hui, on considère, après Avatar, après tout ça, Cléopâtre se classe dans les 4 films ayant coûté le plus cher dans l'histoire du cinéma. Et en matière de flop, ça reste, je pense, imbattable de ce côté-là. Le film a eu un succès. Il a fait de Cléopâtre une icône planétaire. C'est vraiment... On ne peut pas penser que Teda Bara ou Sophia Loren ou même, surtout Cecil B. DeMille avaient préparé le terrain, mais là, on est en une fois, tout le monde a voulu se déguiser en Cléopâtre, c'est se déguiser en Liz Taylor en réalité. Alors vous avez un peu de cornichonnerie avec des propos sur Why did you cry, Caesar? Ou en dessous, c'est How it hurts, how love can stab the heart. Bon, très bien. Une conséquence pas souvent mise en avant, mais qui est fondamentale, c'est se maquiller en Cléopâtre. C'est avec le film de Liz Taylor, c'est se maquiller en Liz Taylor, parce que Liz Taylor apparaît outrancièrement fardée dans la plupart des scènes de ce grand Cléopâtre. Alors ma Cléopâtre préférée, c'est Lindsay Marshall dans la série Rome. Là vous avez Antoine et puis vous avez Lindsay Marshall. Elle est d'abord...
je ne sais pas si physiquement, parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas en dire grand-chose, si elle est plus crédible comme Cléopâtre que d'autres personnages. Et elle est surtout, on voit ce que je vous ai dit, pensait être le charme particulier qu'elle devait avoir, c'est-à-dire qu'elle rend les hommes fous parce qu'elle est beaucoup plus futée. Et elle invente des choses amusantes et elle les mystifie la plupart du temps. Je ne parlerai pas du film avec Monica Bellucci, Mission Cléopâtre, sauf pour vous montrer que intentionnellement, on a dit que Cléopâtre n'était sans doute pas la plus belle, mais ça fait longtemps. Au moment où on prend à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire avant-hier, ça fait longtemps que oui, elle est la plus belle. Et les gens insistent sur ceci. Et là, vous avez dans Mission Cléopâtre, il y a un moment où très intentionnellement, Monica Bellucci prend la pose avec une identification à la Joconde de Leonardo da Vinci. Alors elle est tellement belle qu'on confond complètement et qu'on en fait une Néfertiti. Et donc, vous reconnaissez évidemment tous ici, c'est Néfertiti qui est représentée, mais ça n'a pas gêné. C'est l'affiche de la comédie jouée à Broadway en 1947 avec Catherine Cornell. Vous voyez le beau profil de Catherine Cornell et la très belle figure de face de Néfertiti telle qu'en elle-même au musée de Berlin. Une chose qui me paraît importante, c'est de voir les images, de travailler sur les images. C'est de montrer comment, si vous devez aujourd'hui choisir une image pour représenter un film qui est sorti il y a 50 ans, c'est-à-dire le retirer en DVD par exemple, les gens vont faire des choix qui sont différents. Et c'est toujours la même chose. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, on pouvait se permettre de faire une image plan large avec plein de choses qui se passent, avec des scènes, avec des références éventuellement érudites. Peut-être que l'implicite est que les gens pouvaient comprendre ces références. C'est le cas pour César et Cléopâtre. Et vous voyez que quand on le retire en DVD, Cléopâtre a tout mangé. Cléopâtre, finalement, ça fonctionne de façon beaucoup plus simple. Aujourd'hui, dès que vous avez une belle femme et les pyramides, ou quelque chose, une référence à l'Égypte, c'est Cléopâtre. Si vous avez une belle femme et quelque chose d'égyptien, vous avez le choix entre Néfertiti et Cléopâtre. Si c'est une belle femme qui est un peu dénudée, alors il n'y a plus Cléopâtre. Néfertiti, c'est la tradition pharaonique, et ça c'est impossible dans l'imaginaire. Mais vous voyez aussi que on n'a jamais représenté, le cinéma d'Hollywood n'a jamais représenté une Cléopâtre grecque, pour une raison, et il y a de la littérature là-dessus. Autant la Grèce mythologique se vend bien au cinéma, on le voit avec tous les films qui sortent encore et qui vont sortir maintenant, autant la Grèce historique ne se vend pas. La Grèce historique est coincée entre l'imaginaire de Rome et l'imaginaire de l'Égypte, et ces deux-là sont beaucoup trop puissants. Et les producteurs hollywoodiens n'essayent même pas, ils ont essayé mais ça n'a pas marché, de faire de l'historique grec. Ce qui joue évidemment, ce qui joue à l'encontre de la vraie Cléopâtre. Même chose pour la Cléopâtre de Mankiewicz, avec Liz Taylor. Vous voyez ce que ça donne entre le retirage. Et c'est chaque fois la même chose. On peut faire cet exercice. Il y a une simplification. On vit dans un monde de l'image simple, de décantation, et il n'y a plus que cette belle femme. Et l'horizon naturel, la frontière iconographique naturelle de Cléopâtre, c'est les pyramides. Il n'y a rien d'autre. Elle a tout mangé. César, Antoine, les Romains, tout ça, ça a disparu de l'écran. Il n'y a plus que elle et les pyramides. Un petit moment aussi pour vous montrer que dans les spectacles éphémères, vous parlez de Barnum, qui, quand même, au Madison Square Garden, dans une scène immense, a représenté Cléopâtre avec 1350 figurants. Et il y avait des choses incroyables, des effets spéciaux, il y avait des fausses éruptions volcaniques, il y avait des pluies de météores, il y avait des choses incroyables dont on nous parle, mais il ne reste pas grand-chose de cette... et aucun document filmé, quel dommage, de ceci. Alors Cléopâtre dans les carnavals, c'est un grand classique, mais ce n'est pas un classique récent, là à Rio tout récemment, mais ici nous sommes à San Sebastian en 1908 et déjà on fêtait Cléopâtre, les chars carnavalesques, totalement égyptianisants, sortaient déjà dans les rues de San Sebastian dans le Pays Basque au début du XXe siècle. Un moment sur la Cléopâtre, l'African Queen. L'African Queen, c'est un phénomène qui a un lieu et un moment d'apparition, et ce lieu, ce moment d'apparition, ce sont les États-Unis, et c'est la guerre de sécession en fait, c'est-à-dire c'est la question de l'esclavage aux États-Unis. Donc, dans les années 1860, arrive la revendication d'une Cléopâtre qui devient une Cléopâtre noire. Et le grand moment, ça n'est pas
la grande sculpture auquel on se réfère, ça n'est pas la Cléopâtra d'Edmonia Lewis qui était afro-américaine pour sa part, mais c'est la Cléopâtra qui se trouve au Met, qui se trouve dans une des cours du Metropolitan à New York, de William Westmore Story. Et pourquoi? Parce que si vous regardez, il lui a fait, disent la critique de l'époque des lèvres nubiennes, et une tristesse. Et donc c'est la Cléopâtre qui refuse, qui a le choix entre la mort et l'esclavage, et c'est au moment où elle est là. Elle est entre la mort et l'esclavage dans cette chose tragique, mais qui est une référence explicite, évidemment, à l'esclavagisme, à la question de l'esclavage aux États-Unis à l'époque. Sur les racines africaines de la culture grecque, beaucoup de choses ont été écrites, surécrites dans l'autre sens. Il y a, pour ceux-ci qui connaissent un peu évidemment, le grand livre de Martin Bernal, très très critiqué, mais avec un fondement vrai. C'est une question qui a généré une littérature assez importante. Je vous ai dit à quel point les travaux des historiens, des spécialistes de la période ptolémaïque plaçaient Cléopâtre dans une orbite gréco-macédonienne, mais ça ne veut pas dire sans une représentation pour la population, une fois qu'on sortit d'Alexandrie. Cléopatra, African Queen, vous avez ici presque toutes les reines africaines, vous avez Nefertiti, vous avez Cléopâtre dans le disque fameux sorti par la Ritchie Family. Ici, vous avez une très belle photo récente de Tandy Newton en Cléopâtre façon Theda Bara, mais je pourrais multiplier, toutes se sont présentées en Cléopâtre. Je ne vois pas beaucoup d'artistes, de chanteuses qui ne l'aient pas fait. Je me limite ici à l'une ou l'autre représentation. Ici, c'est une folie, dont on ne parle plus, c'est dommage parce que ça aurait été formidable. En 2011, on a annoncé que le mari russe milliardaire de Naomi Campbell avait une attention délicate, il lui avait offert une île au large de la Turquie qui s'appelle l'île de Cléopâtre. Alors ça, il y a une tradition disant que le sable de l'île aurait été amené par Marc-Antoine pour plaire à Cléopâtre, si non è vero e ben trovato. Vous avez l'île et l'idée était de construire un dôme écologique, c'est une construction ici, ça ce sont des voies d'accès, en forme d'œil, démarquant exactement l'affiche de l'exposition qui avait lieu, patronnée par Sadi Hawass, qui avait lieu au Met à ce moment-là. Attendez, c'est pas ça que je dois faire, c'est ici. Alors ce qui va être très intéressant, c'est le prochain film sur Cléopâtre. Ça fait longtemps qu'on nous en parle. Vous savez que de son vivant, Liz Taylor avait mis l'embargo. C'était plus ou moins implicite, explicite, mais enfin, bon, les producteurs avaient attendu avec élégance qu'elle ne soit plus là pour ressortir le projet. Enfin, tout le monde essaye à des projets dans les cartons. On sait que Angelina Jolie sera la Cléopâtre prochaine. C'est pas si un mauvais choix, elle a absolument aucun sang égyptien, si on veut, et pas non plus iroquois comme le prétend, mais elle l'a démenti aussi. Mais enfin, elle n'est pas outrancièrement caucasienne, c'est pas plus mal pour le political correctness. Surtout, ce qui serait intéressant, c'est que pour la première fois, ce sera un Cléopâtre tiré d'un roman écrit par une femme et pas par un homme. C'est le roman de Stacy Schiff, Cleopatra Alive, Stacy Schiff est une auteure qui a remporté le prix Pulitzer, mais pas pour ce roman-là. C'est une auteure extrêmement lue aux États-Unis, et ce sera intéressant. Alors on a parlé de différents noms de réalisateurs, mais pour le moment, ça a l'air d'être plutôt au point mort qu'autre chose. Des récupérations, il y en a plusieurs. La récupération afro-américaine en est une, mais aujourd'hui, il y a aussi, évidemment, en Égypte, une récupération de Cléopâtre, et vous avez là modeste. Vous avez là deux sculptures grand format, l'une par celui qui est quand même le plus grand sculpteur de l'entre-guerres, Mahmoud Mokhtar, sur la place Midan Tahrir à Alexandrie. Et vous avez ici une chose absolument hideuse qui se trouve à l'entrée de la plage de Marsa Matruh. Donc Marsa Matruh, ça c'est l'endroit où Antoine était allé pleurer tout seul dans une tente avant de rentrer à Alexandrie. On est à, je ne sais pas les égyptologues, Florence, 200 km 200 km vers la Libye. C'est au moment, il faut aller jusqu'à Marsa Matruh pour aller piquer alors vers l'oasis de Siwa. Mais c'est le désert, et alors, c'est toujours les Anglais qui sont les plus drôles. Là, vous avez fait un clin d'œil sur la question de l'identité culturelle. C'est Marc-Antoine qui est noir. Beaucoup plus fin. Ce qui est... ils l'ont fait plusieurs fois. Alors, je terminerai par là.
Ce qui est, aujourd'hui, on vit dans une époque où chacun peut se créer ses images. Vous pouvez, avec Photoshop, vous pouvez faire une nouvelle image avec des images déjà existantes, vous pouvez créer votre nouvelle image, c'est très facile. Et donc, si vous allez sur, encore une fois, Google Images et que vous faites Cléopatra, Cléopatra avec un K, vous tombez sur un océan. Et c'est quoi cet océan? C'est ce que je vous ai dit. Donc, c'est une femme très seule, toute seule. Il n'y a plus de Romains. Elle est là, il y a un signe qui marque que c'est l'Égypte. Et ça suffit, c'est Cléopâtre. Et elle est très sexuée. Et je pense que cette image, pour la première fois, c'est une image qui est générée aussi en partie, peut-être en partie non négligeable, par des femmes. Et c'est une image qui ne rend pas justice à la Cléopâtre historique, pas plus, et loin de là. Alors ici, vous avez... J'ai un jour donné une conférence sur Cléopâtre, mais ça n'avait rien à voir avec celle-ci, elle était totalement inintelligente. C'était il y a 2 ans et j'étais abreuvé les gens de kitsch. Ceci est une image tout à fait kitsch puisque c'est un rasoir Cléopâtre, tout le monde comprend. Il y a la pyramide, donc tous les matins, l'homme qui se rase, c'est qu'il tient le corps de la reine en main pour se raser. Après, il remettra le corps de la reine dans le support qui est la pyramide. C'est très astucieux. Et puisque vous avez l'image qui prédomine aujourd'hui, c'est une sélection, là ce sont plus des milliers d'images, ce sont des dizaines de milliers, je ne sais pas comment on peut évaluer ça, c'est une image d'une femme très belle, qui est la maîtresse des animaux, c'est revenu. Je ne sais pas, il y a une étude passionnante à voir sur la réception de Cléopâtre, voir quand arrivent les félins, c'est pas dans les textes, mais ça ne fait que croître et embellir. C'est une femme dominatrice, elle est seule, et... Alors voilà, vous avez quelques images comme ça. C'est ce genre-là. Là, elle tend vers Néfertiti, mais ce n'est pas grave. Il y a Betty Page, évidemment, qui avait beaucoup fait avec les félins et Cléopâtre. Et puis, vous avez dans les versions numériques, vous avez les versions manga pour enfants, adolescents, comme cela. Et là aussi, une femme très seule. Ou la version un peu plus je ne sais pas comment dire, moins manga. Et c'est une femme, et je pense qu'à travers ces images, on l'a vu avec la manière de choisir l'image quand on doit ressortir en DVD, par exemple, un film, ça dit quelque chose sur notre société. Je ne veux pas du tout être lourd et réac, je crains en disant ça, mais il y a quand même une épuration de l'image dans une société qui est de plus en plus individualiste et sexuée. D'une façon générale. Voilà une Cléopâtre. Et je terminerai par cette image-là. Je pense qu'on aura, on aura du temps pour les questions. J'ai été un peu plus vite que ce que je prévoyais de faire. Vous avez, alors en bas, vous avez Liz Tyler qui à jamais nous envoie un clin d'œil, évidemment. En haut, vous avez celui sans qui rien n'aurait existé. C'est quand même extraordinaire. Donc Cléopâtre est une icône planétaire, elle a tout mangé, je l'ai dit, mais au niveau historique, il ne lui reste pas grand-chose. Il y a Alexandre le Grand un peu plus haut, il y a César, mais il va le manger, un peu plus bas, et puis il y a Napoléon. Et encore, si vous faites on en parlait, mais si on fait le calcul de savoir quelle est l'image de personnage historique qui a la plus vaste diffusion chez tout le monde, c'est-à-dire dans tous les continents, c'est-à-dire chez les femmes comme chez les hommes, chez tout le monde. Cléopâtre a de bons droits à faire valoir pour l'emporter sur cela. Donc c'est une icône vraiment planétaire. Eh bien tout ça, rien de tout cela, de ma base de données, de tout ce qui va surgir encore, n'aurait existé sans Plutarque, qui un soir, dans une vie, qui est un personnage qui intervient dans une vie, qui est Marc-Antoine, il en a écrit des dizaines et des dizaines, Plutarque, et il a écrit bien plus que ça. Si Plutarque de Chéronée, qui était grand prêtre du temple de Delphes, n'avait pas rapporter la mort de Cléopâtre et quelques autres passages. Donc c'est une illustration, si vous voulez, de la puissance du verbe. Et je pense que pour une académie, la puissance du verbe, il faut insister. Ce n'est pas le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le commentaire quand même sur l'image que vous avez là. Elle est méconnaissable, mais c'est Marilyn Monroe. C'est Marilyn Monroe, photographiée par Richard Avedon, donc c'est quand même une rencontre au sommet. On est en 58, paru dans Life Magazine, et c'est une mise en abîme, hein, les historiens d'art aiment bien ça, puisque vous avez Marilyn Monroe en thé d'Abara, en Cléopâtre. C'est tout à fait évident. Et sur ceci, je vous remercie de votre attention.